Nous allons parler de ce sommet du groupe de soutien au Mali en septembre prochain à Lomé. Notre invité est Luc Abaki, journaliste togolais. Luc, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais très bien également. Merci. Lomé, la capitale togolaise, va abriter durant la première quinzaine du mois de septembre 2022 la prochaine réunion du groupe de soutien à la transition au Mali. L'information émane d'un communiqué conjoint des gouvernements togolais et maliens, communiqué ayant sanctionné une visite de travail du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet à Bamako, le 7 juillet écoulé. Luc Abaki, pourquoi le choix de Lomé? Alors pourquoi le choix de Lomé? Vous savez que à un moment donné du pic de la crise entre le Mali et la CEDEAO, les dirigeants maliens ont eu à faire une démarche vers le président togolais, Faure Gnassingbé, afin qu'il puisse véritablement servir de facilitateur, de médiateur, pouvant intercéder auprès de ses pairs de la sous-région en vue précisément de désamorcer justement la crise qui règne entre les deux parties. Voyez-vous, donc ça veut dire que c'est revêtu de cette légitimité qui lui a été conférée par les dirigeants maliens que le président togolais a pris précisément cette initiative de vouloir mobiliser, si vous voulez, les soutiens nécessaires au sein donc, de l'espace d'abord CEDEAO, mais surtout africain, pour que qu'il y ait une mobilisation de conscience autour de la cause du Mali, en tout cas dans la conduite précisément de cette transition-là. Donc, on comprend la démarche du Togo parce que, bon, il a une attribution, voilà, et donc c'est pour ça que précisément le ministre togolais des Affaires étrangères a fait le déplacement de Bamako, où il a eu le temps de féliciter précisément les dirigeants pour avoir pris un certain nombre d'initiatives qui ont permis de décrisper la situation et donc abouti à la levée des sanctions. Donc, dans une analyse de premier niveau, on peut précisément comprendre cette volonté que le président du Togo, Faure Gnassingbé, a de vouloir montrer effectivement sa disponibilité à accompagner de façon assez efficiente la transition malienne. Sauf que il y a en général un déphasage entre la volonté et la capacité à matérialiser les ambitions que l'on se donne. Et donc c'est à ce niveau précisément qu'il peut y avoir une analyse plus aboutie, plus élaborée de cette offre que le Togo est en train de faire. Selon vous, le Togo n'a pas cette capacité, Luc Abaki? Alors, pour juger de la capacité précisément de quelqu'un à agir, il faut revisiter un peu les actions qu'il a déjà à mener, etc. Il me souvient, en tant que Togolais et journaliste surtout, que le Togo a initié beaucoup de sommets, voyez-vous, qui ont soit été avortés, soit n'ont pas reçu, si vous voulez, la mobilisation originellement imaginée. Je vais prendre précisément l'exemple du sommet sur la cybersécurité, où on avait annoncé, les ministres avaient annoncé la mobilisation de certains chefs d'État ou de beaucoup de chefs d'État africains qui devaient donc déferler sur Lomé pour précisément discuter de cette question qui manifestement est assez cruciale et tout. Au bout du compte, on n'a eu que quelques ministres et donc aucun chef d'État n'avait fait le déplacement de Lomé. Voyez-vous? Deuxième exemple, c'est ce sommet qui avait été projeté sur les transitions politiques et qui avait été précisément reçu, qui avait reçu l'assentiment, nous avait-on dit, du secrétaire général des Nations Unies lorsque ce dernier a rencontré notre ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba lors du sommet de l'UIA. Et donc, à la suite de cela, le ministre avait fait un tweet, sorti un communiqué pour dire que c'est de concert avec les Nations Unies que ce sommet allait avoir lieu dans notre pays. Malheureusement, à la dernière minute, on s'est rendu compte que l'État du Togo n'avait pas reçu précisément cette capacité-là de mobiliser ces chefs d'État et en tout cas toutes les délégations qu'il fallait. Le sommet a été purement et simplement reporté, sinon même annulé. Donc, au regard de ces deux expériences assez fâcheuses, qu'on peut même rallonger à d'autres,
il y a des raisons précisément de mettre des doutes, ou du moins de rester un peu dubitatif devant cette offre que le Togo fait en appui, selon ce que les deux ministres ont dit, avec l'Union africaine. On sait effectivement que durant la crise malienne, l'Union africaine, à travers la personne de son secrétaire exécutif, oui. Voilà, Mahamat Faki, oui. Il y a eu une position un peu plus souple, plus ouverte et plus conciliante. Donc il a fait un déplacement sur Bamako où on lui a expliqué les contours de la crise donc, qui oppose les Maliens à la CEDEAO, et il avait appelé à une démarche beaucoup plus pragmatique et tout. Donc on peut déjà imaginer que l'Union africaine, de par donc, cette commission-là, est dans de bonnes dispositions pour accompagner précisément une telle initiative. Maintenant, est-ce que dans la démarche pratique, le Togo réussira véritablement à mobiliser des chefs d'État qui viendraient à Lomé pour pouvoir discuter de la cause du Mali et de voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner cette transition-là. Ça, c'est un premier point qu'on peut analyser véritablement. Mais il y a aussi d'autres questions qu'on peut se poser. En réalité, de quoi le Mali a-t-il besoin aujourd'hui pour réussir sa transition? C'est précisément ou fondamentalement des moyens financiers. Est-ce que le sommet de Lomé va regrouper des bailleurs qui seront disposés à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de cette transition-là? Rien n'est moins sûr. Quand on sait que les bailleurs traditionnels, notamment le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, l'Union européenne, etc., sont alignés fondamentalement derrière la France dans cette crise-là. Voyez-vous? Donc, on va se demander, oui, le Togo va peut-être organiser un sommet, il y aura certains chefs d'État qui vont se disposer à venir, c'est probable, mais dans quel but? Est-ce que ce sont les discours politiques? Est-ce que ce sont les bonnes annonces? Est-ce que ce sont les idées qui seront émises ici qui vont permettre de matérialiser le processus de transition au Mali? Voilà un certain nombre de questions qui sont légitimes à être posées aujourd'hui et qui m'amènent malheureusement à émettre des réserves par rapport à cette initiative. Alors, lui, que nonobstant la levée des sanctions, les analystes disent qu'il y a encore quelques points non réglés entre les différents chefs d'État, donc les pays. Ma question, qu'est-ce qui pousse le Togo à se démarquer de la position de certains chefs d'État de la sous-région ouest africaine? On peut dire que c'est le principe de solidarité, voyez-vous, qui anime les dirigeants togolais. Parce qu'il s'agit là d'un frère de la sous-région qui est en difficulté. Et donc, ce qu'on aurait dû attendre de l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, c'est de manifester une forme de solidarité, mais en même temps une forme d'ouverture d'esprit pour comprendre les fondamentaux, ou du moins les racines de la crise malienne. Et donc, à partir de ce moment-là, on va attendre donc de ces chefs d'État une forme d'empathie, une forme de composition, nonobstant les principes de la CEDEAO qui interdisent un certain nombre de choses. Il fallait plutôt une démarche beaucoup plus pratique, pragmatique, mais surtout pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, la CEDEAO étant une instance, disons, supranationale, elle regorge plusieurs intelligences à la fois. Et donc, tous les chefs d'État en question devaient réunir leur intelligence, créer un cerveau collectif autour de la cause du Mali en revisitant précisément les racines, les causes de cette crise-là, aussi bien dans le contexte du Mali que du Burkina Faso, de la Guinée, où il y a eu des coups d'État. Donc, voyez-vous, si c'était cette démarche-là que les chefs d'État avaient en toute souveraineté adoptée dans ce contexte, vous verrez qu'ils ne seraient pas arrivés à ce niveau où ils ont été amenés à prendre des sanctions sur un coup de tête, tout simplement parce qu'aucune disposition ne leur permettait de prendre des mesures qu'ils ont eu à prendre. Donc, lorsque vous êtes lucide, vous êtes vraiment raisonnable et vous voulez rester égal à vous-même, vous voulez assumer donc vos opinions et vos perceptions, votre regard sur les réalités politiques, etc. de vos voisins, évidemment, je pense que de ce point de vue, le Togo a adopté une position lucide. Bien sûr qu'on peut aussi imaginer des calculs politiques, une forme de récupération, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est salutaire pour le Togo
de prendre une position pareille parce qu'il s'agit là d'un frère, parce que vous savez, le Togo a pris cette tradition de médiation, d'intervenir dans les crises, en tout cas du temps même de Yadema et tout. Donc on connaît cette tradition au Togo et donc on peut, en tout cas, sans avoir eu d'autres éléments, s'en tenir à cette position-là, que nous devons saluer, bien sûr, parce que c'est une position raisonnable. Maintenant, est-ce qu'au-delà de cette position, qui est donc de manifester une forme de solidarité, est-ce que le Togo est encore habilité à initier d'autres choses au-delà du contexte des sanctions qui ont été donc levées, à part qu'il reste donc cette question de suspension qui est normale et légitime puisque la CEDEAO, la règle au sein de la CEDEAO, c'est qu'il faut des élections pour avoir un dirigeant. Donc, dès l'instant où les dirigeants maliens ne sont pas issus d'une élection, tout comme ceux de la Guinée, comme du Burkina Faso, il est de bon ton que la CEDEAO les suspende. Maintenant, est-ce que le Togo a besoin de faire carrément un sommet pour montrer, voilà, pour montrer que franchement, il est résolu à montrer, à démontrer donc aux dirigeants maliens qu'il est engagé à les soutenir de bout en bout. C'est ça la question. Donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Et en fonction de cela, on pourra viser. Ce que ça va donner, le sommet lui-même, Luc Abaki, quel sera selon vous son contenu? L'idée, c'est le groupe de soutien au Mali. C'est de mobiliser l'ensemble des consciences autour de la cause du Mali. Puisque le Mali est dans une démarche de transition, il faut d'abord expliquer la cause du Mali à l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a et accompagnent, ne serait-ce que de façon politique et diplomatique, tout le processus de la transition, de sorte qu'au bout du compte, le Mali puisse revenir à la normale après une élection transparente. Autant le ministre togolais des Affaires étrangères va assez régulièrement à Bamako, discute avec les autorités, tout comme son président de la République. Ça veut dire que si les autres chefs d'État veulent se montrer non seulement solidaires, mais amicaux de Bamako, il aurait été plus juste et plus vrai que ce soit Bamako qui abrite un sommet des amis qui le soutiennent et donc qui vont à Bamako pour lui manifester véritablement leur attachement, leur soutien et tout et tout. Alors, si c'est Lomé qui l'abrite, moi, il y a une forme de décalage en fait. Le bon sens est un peu heurté, voyez-vous. Surtout que ceux-là qu'on mobilise, si c'est une action politique et diplomatique, ce sont des gens qui vont venir servir simplement des discours, des intentions ou manifester, si vous voulez, un soutien verbal. Or, ce dont le Mali a besoin, ce sont des ressources. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne comprenons pas la position de la CEDEAO qui, en principe, devait proposer un schéma d'appui, aussi bien technique que financier, quitte à ce que la CEDEAO se rende dans cette disposition de mobiliser des bailleurs au plan international pour qu'ils puissent intervenir dans la résolution de la crise malienne et dans la conduite du processus électoral. Alors, la CEDEAO n'ayant pas fait cela et s'étant contenté tout simplement des injonctions, des sanctions, de l'embargo et tout, on se dit, écoutez, aujourd'hui, les dirigeants maliens ont bien fait d'établir un chronogramme qui est clair et limpide et qui va conduire précisément à des élections. Mais avec quels moyens? Dès l'instant où on a alité l'économie malienne pendant des mois et où le Mali fait face à plusieurs enjeux, à plusieurs défis à la fois, c'est quoi l'apport concret de la CEDEAO qui la légitime à intervenir dans le dossier malien? C'est ça la vraie question et je crois que le travail que le président du Togo aurait dû peut-être faire, c'est ce travail de couloir qu'il a eu à faire peut-être qui a abouti donc à la levée des sanctions. On suppose qu'il a contribué parce que bon, il a fait la démarche vers le président ivoirien qui est l'un des farouches opposants à la transition malienne. Donc, c'est ce travail-là qui devrait être fait et dont on n'a pas besoin de faire une communication puisque l'essentiel pour le Mali, c'est le résultat. Voyez-vous, le sommet en lui-même semble plutôt être une occasion de bavardage, mais on ne va pas être aussi sceptique.
On attendra de voir ce que ça va donner comme résultat avant véritablement d'apprécier les contours. Après la levée des sanctions, on a vu la sortie de Assimi Goïta, l'une des rares sorties du président malien. Il a appelé à l'unité. Est-ce qu'il s'adresse au peuple malien ou bien à toute la CEDEAO? D'abord, avant sa sortie, il y a eu un communiqué signé donc du porte-parole du gouvernement malien qui remerciait un certain nombre d'acteurs qui ont participé véritablement à désamorcer donc la crise, en tout cas à cette levée des sanctions. Et dans ce communiqué, on a vu que les dirigeants maliens sont dans une disposition de reconnaissance. Ils sont cohérents dans les actes qu'ils posent. Et ils ont l'art de communiquer. Parce que précisément, vous savez, la reconnaissance est une vertu. Quand vous avez l'élan de gratitude vis-à-vis des gens qui vous aident lorsque vous êtes en situation, c'est que vous donnez la preuve que vous êtes de bonnes personnes. Et on peut vous faire confiance. Ils ont remercié notamment le président de la Guinée-Conakry qui, malgré les pressions, a ouvert son port. Donc au Mali, ils ont remercié la Mauritanie, ils ont remercié la population malienne, la population de la sous-région qui ont eu donc toutes ces populations qui ont eu à se mobiliser autour de la cause du Mali. Ils ont également remercié le président du Togo, voilà, qui n'a pas manqué d'avoir l'oreille nécessaire pour faire ça. Donc cette disposition-là, ce communiqué a été précisément couronné par le discours d'Assimi Goïta qui appelle à l'unité. D'abord, l'unité du peuple malien parce que c'est le principal secret qui a permis au Mali de résister à la suite de cet embargo. Sans l'unité nationale, sans la mobilisation des consciences autour de la cause nationale, il est difficile pour un gouvernant d'avoir de la légitimité. Donc, quand bien même les dirigeants maliens n'ont pas été élus, issus donc d'un processus électoral, ils ont fait la démonstration de leur légitimité auprès de leur peuple à partir justement d'abord de la marche du 14 janvier, quelques jours après les sanctions, mais surtout aussi par le fait qu'ils ont réussi à avoir des gens au sein de la population malienne qui détiennent, qui luttent vraiment pour leur cause. Parce que vous allez voir, lorsque vous faites des émissions, etc., vous voyez tous les commentaires qu'il y a sur le cas malien. Et vous voyez que l'ensemble des Maliens, en tout cas la majorité, adoube véritablement les dirigeants maliens. Et donc, c'est leur principale force. Il est normal que lorsqu'il fait un discours, qu'il appelle à la consolidation de cette unité nationale-là. Parce qu'à partir de l'instant où le chronogramme est établi désormais, vous allez voir que les actions politiques vont se multiplier. Et il y a aussi des risques de fissures, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'il appelle d'abord les Maliens à comprendre que ce n'est pas parce qu'on a levé les sanctions que le combat est fini. Il faut rester sur la même trajectoire, garder le cap, et voir capitaliser justement ce principe de l'unité nationale, de la mobilisation des consciences autour de la cause nationale, de sorte qu'il puisse aboutir à un résultat probant. Parce que je vous avais dit la dernière fois ici que il faut que les Maliens restent suffisamment vigilants parce que, oui, les sanctions ont été levées, mais les regards belliqueux, les frondes, les ressentis négatifs, vous avez parlé du fait qu'il y a certains ressentis qui n'ont pas été totalement dissipés auprès de certains chefs d'État qui sont véritablement frondeurs. Donc, ça veut dire qu'on va toujours continuer à vouloir les piquer d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il y ait d'abord l'unité nationale, qui crée la force de base, qui donne la légitimité à un chef d'État, et donc que toutes les actions soient vraiment suivies avec beaucoup d'intérêt pour l'intérêt précisément de l'État malien et de son peuple. D'ici septembre, beaucoup de choses peuvent c'est-à-dire aller vite, oui, j'allais dire. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'adhésion à la cause du Mali. Maintenant, qui on peut attendre à Lomé en septembre prochain, selon vous, Luc Abaki? Le sommet de Lomé vise à mobiliser pratiquement tous les chefs d'État de l'Union africaine, puisque c'est avec le concours de l'Union africaine, selon ce que les ministres ont dit, que ce sommet sera initié. Maintenant, quels sont les chefs d'État qui vont se disposer à bousculer leur calendrier souvent chargé, surtout dans cette période de crise où les problèmes, les défis se multiplient, où pratiquement tous les pays sont soumis à des dictats des urgences? Quels sont les chefs d'État qui vont précisément se mobiliser, faire violence
sur leur emploi du temps pour pouvoir venir. La question reste entière. Et donc, on va voir quelle sera alors la capacité du pouvoir de Lomé à convaincre des chefs d'État à venir. Vous savez, c'est très facile pour un chef d'État de dire oui, oui, mais je vais répondre. Et à la dernière minute, de dire ah oui, ben, j'ai des impératifs. Je pense que c'est parce que, par exemple, le pouvoir de Lomé avait reçu des promesses de venir au Togo lors des sommets précédents que les officiels togolais étaient sortis à la place publique pour annoncer au peuple qu'il y aura une mobilisation des chefs d'État lors du sommet sur la cybersécurité et puis le sommet avorté sur les transitions politiques et tout. Mais pourquoi ces sommets-là n'ont pas reçu la présence de ces chefs d'État? C'est qu'à la dernière minute, ils ont trouvé une pirouette diplomatique pour dire, bon, on ne pourra pas répondre. Parce que dans tous les cas, reconnaissons d'emblée que le combat que mène le Mali, même si les gens le comprennent, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à assumer cela de façon visible. Voyez-vous, ce n'est pas pour rien que la CEDEAO a eu autant de difficultés à comprendre la cause du Mali, à finalement et à lever les sanctions, malgré leur caractère illégal. C'est parce qu'il y a des pesanteurs extérieurs. Il y a des puissances du Nord qui tirent les ficelles parce qu'il y a des intérêts géopolitiques et géostratégiques en jeu. Voyez-vous, donc, venir à un sommet de soutien au Mali, au Togo, reviendrait à dire donc qu'on fait dos à ceux qui tirent les ficelles contre le Mali. On est d'accord? Donc, c'est un travail assez ardu, extrêmement difficile, qui ne peut pas, dont on ne peut pas conclure des résultats de sitôt. Nous soutenons le combat du gouvernement malien. C'est un combat pour l'Afrique. Ce sont les propos du ministre togolais Robert Diossé. Comment vous analysez ces propos? Mais c'est vrai que le combat du Mali est un combat pour l'Afrique. Parce que, en fait, c'est quoi le combat du Mali? C'est le combat pour jouir de l'indépendance, de la souveraineté, de cette capacité pour chaque pays à décider par lui-même du sort qu'il veut se donner. Voyez-vous? Or, malgré les indépendances qui durent déjà plus de 6 décennies, cette réalité n'est pas effective dans la vie de l'ensemble des pays, en tout cas surtout de l'espace francophone. Donc, si le Mali a de façon singulière engagé ce combat-là, en principe, tous les présidents qu'on traite aujourd'hui de vassaux de la France et tout, devraient saisir l'occasion pour s'aligner derrière le Mali afin de désamorcer justement ce goulot d'étanglement qui les empêche de s'affirmer par eux-mêmes. Donc si le chef de la diplomatie togolaise affirme de façon ouverte que c'est un combat pour l'Afrique, c'est en lien avec cette incapacité des États africains à s'assumer par eux-mêmes parce que leur souveraineté a été galvaudée par un certain nombre de réalités qui les tiennent comme étant justement des éléments fondamentalement dépendants des puissances extérieures. Donc c'est un vrai combat, oui c'est vrai. Maintenant, au-delà de tout, est-ce que le Togo lui-même est prêt à s'affranchir de ce joug néocolonial qui pèse précisément sur lui? Parce que cela demande un certain nombre de sacrifices. J'allais justement poser voilà, un certain nombre de sacrifices. Est-ce à dire que le Togo... Il n'y a pas une fronde, jusqu'à preuve de contraire. Il n'y a pas une crise diplomatique, il n'y a pas de problème majeur entre le Togo et la France. Le Togo est en train de défendre la cause du Mali sans dénoncer la France. Ouais. Sans dire que, bon, mais écoutez, c'est nous, les leaders d'opinion, qui considérons qu'en fait, le vrai problème, c'est la France qui s'y met, qui s'immisce dans les affaires intérieures des politiques de nos pays. Donc, le Togo se montre suffisamment habile. Ben, j'ai un frère qui a des problèmes, je vais l'aider, je le comprends, je porte sa cause auprès de mes frères, sans pour autant dire que, ben, écoutez, ces problèmes sont entre autres celui-là qui téléguide tout entre nous. Est-ce que la France va bien prendre cette position, de toutes les façons, j'avais déjà dit, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Togo avait dit qu'eux, ils ont toujours prôné le dialogue, la levée des sanctions sur le Mali. Je dis c'est une position très, très audacieuse parce qu'elle ne sera pas forcément bien prise par ceux qui liguent contre le Mali, notamment la France, qui s'est toujours félicité des sanctions que la CEDEAO a eu à prendre. C'est normal qu'à partir du moment où il y a deux camps, et vous affirmez clairement être attaché à un camp,
l'autre camp puisse mal prendre cela. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que, oui, la France est transversale pour dire que, bon, nous sommes du précaré français, mais bon, mais nous restons raisonnables. Et je vais prendre aussi l'exemple du Gabon qui, le fait même, qui est donc au Conseil permanent des Nations Unies, mais qui a accepté de voter le renouvellement du mandat de la MINUSMA, après avoir fait une déclaration qui dit clairement que les dispositions qui renouvellent la MINUSMA violent la souveraineté du Mali. Quand bien même ils ont dit ça, voilà, c'est une position quand même qui montre que nous avons des convictions, mais ce que vous avez fait comme disposition, vous avez pris comme disposition, ne sont pas de nature à remettre en cause toute la légitimité, par exemple, de la MINUSMA. Voyez-vous? Donc je crois qu'il y a quand même des frémissements au sein donc, des pays de l'espace CEDEAO qui montrent qu'il y a cette volonté quand même de vouloir s'affranchir de tout cela. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une différence entre la volonté et la capacité à matérialiser cette volonté-là à travers une vision, parce qu'elle demande un certain nombre de sacrifices, aussi bien de la part des dirigeants que de la population elle-même. C'est le terminus, Luc Abaki. Merci. Peut-être un dernier mot en quelques secondes. Oui, c'est de demander à nouveau aux dirigeants maliens de rester vraiment constants, vigilants, de ne pas se laisser distraire par des actions folkloriques qui ne donnent pas un rendement efficient. Ils ont un défi majeur à lever, puisque le ministre togolais même l'a dit que c'est un combat africain qu'ils sont en train de mener. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans la distraction, dans des des organisations qui ne donnent pas un résultat probant. Il faut qu'ils capitalisent chaque minute de leur journée pour véritablement réaliser, matérialiser ce rêve qu'ils portent et qui va rejaillir sur l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO. Infiniment merci pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé. Bien.